Et bonjour à tous, bienvenue sur les coulisses de l'auto-édition. Bienvenue pour cet épisode numéro 2 où je vais recevoir Thomas Vilco, connu sous le pseudo Thomas lit et écrit aussi sur Instagram. Vous connaissez peut-être, je crois qu'il a pas mal d'abonnés. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, comme vous pouvez le voir ici. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça en voiture ou où vous voulez, sur la plage encore, puisqu'on est au mois d'août, ou pas, parce que si ça se trouve vous écoutez ça à la sortie du podcast sur YouTube, c'est-à-dire je pense en fin septembre, début octobre, peut-être voire plus, je sais pas trop. Donc sans plus attendre, allons rejoindre Thomas, générique. Ah, le voilà. On va partir direct. T'as déjà vu un peu les émissions? Ouais, Les j'ai regardé émissions. un petit peu, j'en ai regardé une ou deux. Après, voilà, j'ai vu qu'il y avait des durées un petit peu variables. Après, ça donne le Ouais, mais les gens qui écoutent en podcast. ouais, parce que là pour la saison 2, je vais essayer de faire un peu plus court. Ouais, Déjà. parce qu'après, on perd vite les gens, sinon au bout d'un certain temps. Donc je te propose qu'on passe tout de suite à la partie 1, donc c'est parti. D'où viens-tu, où tu as grandi, où tu es né, où tu vis, ton parcours un peu scolaire, professionnel. Tu as 5 minutes. Non, je rigole. Très bien, bah, écoute, merci pour ça. Moi, j'ai grandi au bord de l'océan. J'ai passé une bonne partie de mon enfance à Nantes. Et Ah, forcément, c'est quelque chose qu'on retrouvera par la suite dans mes romans. Le bruit de la mer, le bruit des vagues, cet air marin et iodé. ouais. Et du coup, forcément, ça m'a conduit à être marin aussi. J'ai travaillé pour la Marine nationale à un moment Ah donné. oui, mais Donc, Nantes, c'est l'océan, pas, vraiment, enfin, est un fil conducteur. c'est Voilà. pas au bord de l'eau, Nantes, quand même. Non, mais on est quand même pas très très loin et on a souvent les influences océaniques avec le Ah oui, vent, c'est les sûr. tempêtes d'automne. Et plus précisément, moi j'ai beaucoup gravité autour de Noirmoutier, autour de l'Île-Dieu, qui sont d'ailleurs le cadre de 3 de mes J'ai- romans. Donc on y reviendra par la suite. Ouais. Donc j'ai grandi principalement à Nantes et puis ensuite j'ai rejoint plutôt la montagne, donc Lyon pour les études. Et puis et là aussi, je crois que on en parlera, mais c'est des lieux qui marquent, c'est des lieux qui permettent de se construire. Moi, j'ai une formation qui est plutôt une formation de dirigeant, de manager. Dans mon parcours professionnel, j'ai occupé des fonctions de patron de magasin, donc principalement dans le commerce et la distribution, Ouais. qui est un vrai lieu de vie. Et on vend aussi des livres d'ailleurs dans nos magasins. Mm. Et puis, je suis allé très vite sur des fonctions, j'appelle ça des fonctions humaines, donc le management. J'ai également été DRH pour une partie du groupe Casino, Mm. directeur du recrutement, donc vraiment très mobilisé sur des questions de transmission, d'apprentissage, et j'assume ce côté engagé humainement. C'est le titre du podcast aussi, c'est de dire, voilà, tiens, il y a un auteur qui est engagé. Je crois que ça a guidé mes écrits, ça a guidé mon parcours de vie, et moi j'aime bien aider modestement à faire D'accord. grandir les gens, que ce soit des gens dans une équipe, que ce soit des apprentis, que ce soit aussi des candidats qu'on recrute un jour en faisant un pari sur l'avenir, et derrière, tu vois, ils réussissent dans l'entreprise. Voilà un petit peu le fil conducteur de mon parcours professionnel. Et aujourd'hui, je suis allé un peu au bout de ce projet, puisque je travaille dans une école de management et je m'occupe de faire le lien entre l'école et les entreprises, Ah, pour justement d'accord. que les jeunes puissent y faire des stages, de l'apprentissage et trouver leur premier Donc, emploi. donc t'es passé un peu de derrière, comme on dit, non, c'est pas ça? Voilà, T'es je suis passé de l'autre passé côté, j'ai été de DRH l'autre côté, hein? m'appuyant sur des écoles pendant longtemps, et maintenant Et maintenant? j'accompagne des Ouais. DRH. Il faut quand même que je te dise deux choses par rapport à ce début de parcours. La première chose, c'est que c'est très important les rencontres que tu fais, notamment scolairement, et je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de langue française qui étaient des gens absolument remarquables, des personnalités avec beaucoup d'épaisseur et qui donnaient vraiment l'amour des mots. Et je crois, certains sont malheureusement décédés depuis, mais que ce soit des profs de philo, de culture générale ou justement de français, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Et je crois qu'après, ça donne le goût d'écrire et ça donne le goût de lire. Et tout ça, c'est très important. Donc, c'est bien que tu parles de ce parcours. Alors, j'ai fait une école de management, à Ah Lyon, oui. qui s'appelait à l'époque Sup de Lyon. 4 ans selon ton parcours.
Et puis auparavant, moi j'ai fait un bac qui était plutôt un bac généraliste, ça s'appelait le bac B à l'époque. Donc quand on commence à citer des baccalauréats comme ça fait un petit peu ancien du Ouais. gaz ou ancien combattant. Mais c'est des formations très généralistes et où la partie rédactionnelle occupait une place importante. Voilà. Donc il y a quand même, je trouve finalement une logique à tout ça. Et puis après, des métiers, comme je le disais, principalement autour de l'humain. J'ai aussi un métier d'élu, mandat d'élu. Ah oui, c'est Je ça. suis adjoint au maire dans une petite commune quand même de 14 000 habitants. Et j'en suis le premier adjoint depuis 2 ans le temps. Ah, j'ai vu ça, ouais, sur Instagram, ou je sais plus où j'ai vu. Tiens, il est premier adjoint au maire. Donc... Alors, ce qui est génial, c'est que là encore, il y a un lien avec tout ce qu'on se dit, puisque moi, je m'occupe principalement de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, et puis de Ah, c'est bien. l'intergénérationnel. Et bien sûr, la lecture. Ah, j'imagine. Joue un rôle important. Et donc là, tu vis où? T'es à Lyon? Alors moi mon job est à Grenoble, donc Ah, ok, donc t'es toujours. et mon métier d'élu, enfin mon mandat d'élu est sur l'est lyonnais, à Genasse précisément. Donc en fait, je suis pas très très loin, donc je suis entre les deux, ancré sur deux territoires différents. Mais t'es pas revenu près de la mer en fait. Non, alors j'essaie d'aller le plus régulièrement possible sur les côtes, je peux parler des lieux notamment, Eh bah ouais. mais j'essaie d'y aller régulièrement. Mais dans un futur, on va dire Ah l'appel de l'océan est toujours le plus fort. Écoute, bah c'est bien, on te connaît mieux déjà par rapport à ton parcours. On va passer à la partie 2 directement. C'est parti. Parce que tout ça, forcément, ça a un lien, il y a un fil conducteur au-delà de l'humain. Écoute, j'ai vraiment commencé à écrire, alors au-delà de l'appétence personnelle, puisque tu sais, quand tu es en école, parfois tu as des petits concours d'écriture, donc tu t'amuses, tu écris quelques lignes, etc. Donc c'était déjà présent. Je travaillais un petit peu pour le journal de l'école aussi, donc tu vois, il y avait cet aspect rédactionnel qui venait souvent. Ouais. Et puis du fait de ces facilités-là, je me suis très vite retrouvé dans l'entreprise. Tu es dans des métiers de DRH notamment, à devoir écrire des choses un petit peu plus institutionnelles. Des newsletters non? Oui, des newsletters, il faut écrire un petit peu le projet de l'entreprise pour le partager avec les équipes, pour mettre la plume du dirigeant. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et vraiment, le vrai top départ, on est en 2012. Je suis le patron du recrutement du groupe Casino. Et c'est ce moment où l'entreprise est un petit peu dans un complexe de supériorité. C'est-à-dire, elle dit, travailler chez nous, ça se mérite. Il y a des étapes très très longues pour recruter. Il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Et moi, dans ma fonction, je milite vraiment pour un recrutement beaucoup plus humain, beaucoup plus à l'écoute du candidat. C'est ce qu'on met en place avec l'équipe que j'anime à l'époque, qui est une équipe d'une vingtaine de personnes. Et je croise dans mes fonctions le réalisateur d'un documentaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait La gueule de l'emploi, et qui allait dans les coulisses d'un recrutement très dur, très mise en situation pour un assureur, dont taira le nom. Ça s'était passé sur France 2, ça avait fait beaucoup de bruit. Et je suis dans une rencontre débat avec ce monsieur, et moi je lui explique qu'en fait on peut recruter autrement, et oui, on peut considérer le candidat comme un client. Alors là, on est en 2012-2013, tu imagines que ça fait un petit peu débat à l'époque. Tout le monde se dit c'est bien gentil, c'est quelque chose, c'est une belle idée, c'est bien noble. Et j'explique à ce moment-là à mes interlocuteurs qu'en fait, on va aller vers une pénurie de recrutement, même sur des métiers très simples, sur des régions simples. On va aller vers une pénurie de recrutement à horizon d'une dizaine d'années. Donc tu vois, l'histoire a donné plutôt raison à cette Oui, t'as plutôt raison. Donc moi, je commence pas par l'auto-édition, finalement, bizarrement. Je commence par l'édition professionnelle, puisque je suis publié par les éditions AFNOR. Pour mon premier ouvrage qui s'appelle Le recrutement responsable. Comment réenchanter la Ah oui, d'accord, t'as fait un bouquin. Oui, c'est pas un roman, quoi. C'est pas un roman, alors c'est un livre qu'on a voulu rendre très accessible au grand public. Donc en fait, on est déjà vraiment dans la vulgarisation. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte, un truc tout bête, que personne ne parlait de recrutement. Il y avait juste, tu sais, les petits livres pratiques de l'ONICEP, comment faire un CV, une lettre de motivation, l'étudiant, etc. Il y avait des consultants en recrutement qui écrivaient sur le métier de chasseur de tête, mais aucun patron du recrutement n'avait pris la parole pour parler du recrutement, de ce qu'on peut en faire et de comment on le fait. Et donc l'idée est sortie, le livre est paru, mars 2013, et en fait, gros succès. C'est-à-dire que ce livre-là a très très bien démarré, il a fallu en retirer plusieurs séries,
L'AFNOR était bien sûr pour un jeune auteur qui débute chez eux. Il a eu une deuxième édition en 2016, donc tu vois, c'est vraiment la preuve qu'il a bien fonctionné. C'est complètement revisité. Le titre, c'est comment? Le titre, c'est Le recrutement responsable. Ouais, ok. C'est ce que j'ai trouvé. Ouais. La relation candidat-entreprise. Ouais, je le montre là en même temps. Parce que j'ai oublié de te dire, on est en direct sur Twitch. Formidable. Ouais. 2 éditions. La première, tu vois en fait une espèce de cœur avec des mains autour qui sont les mains des candidats et des recruteurs. Et puis la deuxième édition en 2016 avec un tapis rouge. Donc on comprend bien l'idée de faire du candidat un client. Ah oui, d'accord. Gros succès, on va dire quelques milliers d'exemplaires vendus. Donc c'est là que tout a démarré vraiment sur la partie écrit. Donc très vite, je suis venu avec une deuxième idée, puisque je suis venu en 2015 avec une idée qui était toujours dans l'humain. L'apprentissage dans notre pays était un petit peu une voie de garage, tu sais, c'est tu réussis pas tes études, donc et en fait, donc j'avais un engagement bénévole, je présidais un centre de formation d'apprentis, bien sûr en parallèle de mon métier. Et donc, j'ai dit là encore, il faut qu'on apporte un témoignage. Donc je l'ai coécrit avec le directeur du CFA que je présidais, donc c'était une aventure humaine, président et directeur. Et donc nous avons écrit L'apprentissage responsable, qui est sorti toujours aux éditions AFNOR en 2015, qui est un livre pareil qui explique qu'on est dans un pays où le chemin, malheureusement, n'est pas autant valorisé que le parchemin, le diplôme. Donc, on part pour expliquer l'apprentissage et pourquoi, selon nous, c'est une voie d'excellence, voilà, et de réussite. Et donc, on développe ça avec, bien sûr, des grands témoins, des gens un peu connus dans le domaine. Pareil, gros succès de vente. Donc, voilà comment, finalement, tu vois, tout a démarré d'un point de vue écriture. J'ai commencé en étant publié par les éditions AFNOR. Et comment tu as fait pour qu'ils te prennent? Tu es allé les voir? Tu leur as envoyé un manuscrit? Très simplement, j'ai obtenu le bon contact et en fait, tu as un dossier à remplir concrètement et un comité derrière, un comité éditorial qui se réunit. Est-ce que c'est dans la ligne éditoriale? Pourquoi c'est différent? AFNOR, tu sais, c'est des choses qui sont très normées. C'est énorme, Et autres. Et donc voilà, tu passes en comité ce qu'on appelle comité éditorial. Et une fois que l'idée est lancée, c'est parti. Et j'avais postulé, pour la petite anecdote, chez une autre maison d'édition très professionnelle, pareil, qui avait retenu mon manuscrit, mais qui n'était pas capable de le produire, je dirais, avant 1 an. Donc l'idée me paraissant novatrice, je suis parti avec l'AFNOR. Voilà. Mais donc tu avais déjà tout écrit, tu es arrivé avec le truc fini. Alors j'arrivais avec j'avais une ébauche, quoi, au moins. Très claire du livre, et puis on va dire que le rédactionnel était fait à 80%. Et derrière, après, il a fallu juste affiner. Et puis une fois qu'on avait le go, oui, mais le livre était écrit dans. Donc toi, tu as commencé pas par des romans, mais par plus du technique, on va dire. Et voilà, mais en le rendant quand même grand public. C'était pas vraiment un outil. Oui, un peu vulgarisation, quoi. Voilà, c'était de raconter une histoire, déjà quelque part, l'histoire du recrutement, ce qu'on pouvait en faire. Pareil pour l'apprentissage. Donc ça, c'était le premier volet. Et dans mes lectrices, on va dire professionnelles, j'ai eu une rencontre intéressante avec une personne qui s'appelle Sonia Vignon, donc Sonia et Vignon, V-I-G-N-O-N, qui est une personne qui a travaillé dans l'édition pendant longtemps et qui ensuite travaille aujourd'hui dans l'accompagnement d'une entreprise qui s'appelle Oxymore & More, qui travaille beaucoup autour des mots, du langage et des entreprises. Et elle m'a lancé un petit peu un défi, on était en 2020, et elle me taquine en me disant écoute, j'ai lu ce que tu as écrit, c'est vachement intéressant, et pourquoi tu n'écrirais pas des romans? Le petit challenge là, qui titille, là, qui t'aime. Je suis un homme de défi, je me dis j'aime bien écrire, mais écrire un roman, comment on fait ça? Et donc je me lance, donc nous sommes en janvier 2021. Ah oui, donc entre 2012 et 2021, d'accord. Ouais, mais nous sommes en janvier 2021, et donc j'ouvre mon ordinateur, c'était le 14 janvier 2021, et je suis parti, j'ai aucune idée de ce que je vais écrire, mais je pars d'une histoire qui est l'histoire de lieux. Donc j'avais en tête Noirmoutier, l'Île-Dieu, Nantes, voilà. Je suis parti des lieux. Les personnages se sont construits autour des lieux. Et donc 14 janvier, j'ai presque écrit d'une traite. Je t'avoue que j'ai pas trop vu le temps passer. Mes nuits ont été courtes. Ah ouais. Mais on est mi-février, 2021, donc à peu près un mois après, un mois et demi. Et je remets donc à cette fameuse Sonia, je lui montre ce que j'ai écrit. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça qui connaît le truc en plus. Je lui rends hommage pour ça parce qu'elle m'a lancé le défi. Alors elle le lit
Elle me dit, voilà, il y a une structure, il y a des personnages, il y a des choses vraiment attachantes. Il y a bien sûr quelques corrections de style à faire, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose, vas-y. Il n'y a pas un mais. Je me lance. Voilà, elle est vraiment dans le rôle du soutien. Je me lance, et donc le 5 mars 2021 paraissent Les copains à bord, donc mon premier roman, qui parle de choses très simples. Alors, certaines personnes qui l'ont lu m'ont dit au début, c'est un petit peu comme les petits moustoirs, voilà. Mais je n'ai pas vu le film, donc je l'ai toujours pas vu. D'ailleurs, il faut vraiment que je m'en occupe. Je fais partie des rares qui l'ont pas vu. Il est pas. Enfin, moi, je trouvais pas. Voilà. En tout cas, ça fait écho à certains. Et donc, je me lance sans filet. Et je me lance sur Amazon. Pourquoi ? Parce que je comprends très vite que d'abord, il faut trouver son lectorat. Donc, plutôt que de solliciter des maisons d'édition avec un premier roman, on va commencer déjà, comme certains ont fait, on va se lancer dans l'auto-édition. Et je trouve qu'Amazon, sans faire de publicité particulière, est la voie qui me paraît, avec laquelle je suis le plus à l'aise. Pour la diffusion, moi j'ai beaucoup de lecteurs qui sont à l'étranger. Donc effectivement, c'est tout de suite quelque chose de plus simple. Et je me lance. Le 5 mars 2021, le livre est officiellement disponible sur Amazon. Et là, je me dis, on va voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que 10, puis 20, puis 30, puis 100, puis 200, puis 300. Et en fait, finalement, je trouve mon lectorat. C'est fou, ça. Qui a la gentillesse de me faire un retour, parce que on sait que quand on lance un premier roman, il faut que les gens prennent le temps de mettre une évaluation, puis 10, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis 60 évaluations. Bref, les choses se passent très bien. Et j'avoue un petit peu au-delà de ce que j'imaginais. Et donc, comme je suis taquin, à la fin de Les copains à bord, qui est en fait un livre qui parle des choses très simples, l'amitié, le temps qui passe, la transmission, on retrouve ce côté très humain. Eh bien, je pose quelques questions à la fin de l'ouvrage, et donc les lecteurs me disent, tu ne peux pas nous laisser en plan avec tes questions à la fin de l'ouvrage. Et tu fais le 2, c'est ça ? Le 2, je suis encore dans l'histoire, donc je ne lève pas le nez non plus beaucoup. Et le 2 sort le 17 juin 2021. C'est l'échappée belle, c'est ça ? Première année, donc j'ai commencé la première ligne en janvier, et je me retrouve avec 2 romans sortis à fin juin. Pareil, ceux qui avaient lu le premier lisent le deuxième. Donc c'est une belle aventure, et tout commence comme ça. Et comme je suis un petit peu joueur aussi, c'est le moment où je vais sortir un troisième livre avec les éditions AFNOR sur le métier de DRH et du courage de l'humain dans l'entreprise, que je coécris, donc ça fait un clin d'œil à ce qui va arriver, avec un grand monsieur qui fait partie de mes belles rencontres, qui s'appelle l'amiral Lajousse, qui est en fait l'ancien DRH de la marine, il est retraité aujourd'hui. Et Olivier, c'est un monsieur qui a commencé comme matelot dans la marine, simple matelot, et qui est arrivé jusqu'au grade d'amiral 4 étoiles. Donc voilà, très très beau parcours. Et on coécrit ce livre ensemble sur le courage de l'humain dans l'entreprise. Courage de l'humain, ouais. DRH. Voilà. Le courage de l'humain. Bon succès, beaucoup d'interviews, beaucoup de retours très positifs des lecteurs. Donc voilà, c'était mon dernier à date avec les éditions AFNOR. Et puis donc en tout cas l'année 2021 a été très très riche, puisque comme tu l'as vu, il y a eu 2 romans et un livre professionnel. Ouais. Mais pour revenir sur tes 2 romans, là, t'as eu quelqu'un pour corriger, quelqu'un qui a relu, des bêta-lecteurs Alors oui, tout à fait. J'ai une fois que, donc au-delà de la personne qui m'avait challengé, Sonia, j'ai pris des bêta-lecteurs, j'ai pris dans 3 générations différentes, des proches, mais qui auraient cette capacité à me dire les choses, à me faire parler de remarques. Donc oui, j'ai eu 4 bêta-lecteurs, on va dire, de 30 à 75 ans, qui l'ont lu, qui m'ont fait part de leur retour, des choses qu'il fallait simplifier, enlever, rajouter, etc. Donc oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ces bêta-lecteurs m'ont suivi pour les autres romans. D'accord, donc dès le premier roman, t'as fait les choses dans l'ordre, quoi. On va dire. Quand on écrit, si tu veux, tu es dans ton aventure, dans tes personnages, dans tes lieux, et c'est important à un moment donné d'avoir le regard extérieur, d'avoir une personne qui va te dire oui, on s'attache à ces personnages, oui, on se reconnaît dedans, alors on rit, on pleure, peu importe, mais on vit le roman, et quand on le termine, on se dit c'est déjà terminé. Voilà, on a vécu, on a été immergé dans cette... voilà. Il fallait aussi vérifier que le style pouvait passer du professionnel au roman. Donc
Oui, je me suis entouré de personnes qui l'ont fait. Bah, en tout cas, ça a été un pari gagnant, parce que avoir direct le premier. Alors, c'est peut-être parce que tu avais déjà des lecteurs en même temps, vu que tu avais déjà écrit 2 qui avaient bien J'avais marché. un réseau professionnel, ouais. Comme j'ai un Ouais, réseau professionnel, il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu, qui disent bah, on lit aussi à titre personnel. Et puis donc du coup, les gens ont fait confiance aussi. ouais. Et j'ai eu des retours très C'était surprenants un peu de le. gens qui m'ont dit bah, on ne connaissait pas comme ça et sur cette facette-là. Et on a beaucoup aimé. C'était un peu l'amorce, peut-être, comme on dit, l'amorce. Vu que tu avais déjà pas mal de gens qui te suivaient, qui te connaissaient, tu sais, ça a fait. Bah, c'est bien, mais ce que je comprends pas, c'est que sur Amazon, quand je regarde tes livres, il y a pratiquement pas de. Ouais, ouais. Après, Bah, tu sais, t'en as à peu près 1 sur 6, 1 sur 7 qui va mettre des évaluations. Donc si tu ne les poursuis pas, les gens, ils t'envoient des petits mots très sympas. J'ai des centaines de SMS, etc. Mais ils y vont tranquillement, doucement. ah ouais, des centaines de SMS, putain. Ouais, parce que c'est les gens qui te disent c'est super, j'ai bien aimé, paf, t'as un petit truc. Ou alors franchement, je te connaissais pas, etc. Et ça, d'ailleurs, c'est un petit conseil qu'il faut donner aux auteurs auto-édités, c'est de vraiment pas lâcher les gens sur les avis. Alors certains le mettent sur Amazon, d'autres le mettent sur Babelio, d'autres. Alors tu as aussi beaucoup de gens qui te l'achètent en direct. Donc c'est ce qu'on dit souvent entre auteurs, parce qu'ils veulent une dédicace, parce qu'ils préfèrent le recevoir de ta main. Ouais, Et en fait, bah là, ils peuvent pas mettre d'évaluation. Enfin, ils ne bah peuvent oui. pas, puisque tu sais qu'avec les achats vérifiés, c'est toujours très complexe. Et après, la plateforme s'inquiète, il y a beaucoup d'avis sur des romans qui ne sont pas passés par elle. Voilà. Donc c'est aussi le fait d'être limité sur Amazon. Moi, j'ai fait ce choix-là. Donc tu n'es pas en librairie. Donc sauf cas exceptionnel, Hmm. et sauf accord local, tu n'es pas en librairie. Donc tu n'as qu'un canal de diffusion, c'est Amazon. Et ouais. Mais Et c'est en vrai direct. que Et en c'est vrai que direct. c'est Mais moi, compliqué. ça ne me gêne pas du tout, parce que ça a beaucoup d'autres avantages, notamment la rapidité pour avoir le livre. T'as pas de question de stock, c'est imprimé à la Ah demande, oui, oui, carrément. et t'as pas de stock dormant, et il n'y a pas de coût y a aucun coût Et pour l'auteur. voilà, t'as pas de coût pour l'auteur. Et si tu veux t'en acheter 10, c'est le même prix que pour 100 ou 200 ou 1000, quoi. C'est génial. Exactement. Et tu peux acheter, moi j'ai des gens qui ont acheté le livre aux États-Unis, qui ont acheté le livre en Oui, Belgique, voilà. qui achètent le livre. Et en 48 heures, ils l'ont. C'est formidable de se dire, voilà, je clique, il est imprimé, et ils l'ont 48 heures plus tard à Bruxelles, sans devoir passer par des C'est vrai filtres. que ça, c'est génial, hein. Ça, Et c'est d'avoir. pareil. Et il y a souvent un débat, on peut le poser là, d'ailleurs, c'est aussi le but de ces podcasts-là. Hein. Ouais, ouais. Oui, mais Amazon, il y a les pour Amazon, contre Amazon, grandes maisons, etc. Euh, L'intérêt aussi, le monde de l'édition, c'est un. Alors, moi, je ne fais pas ça pour ça parce que je travaille à côté, mais le monde de l'édition, on sait que pour avoir été publié professionnellement, tu as des droits d'auteur qui vont être à aller entre 5 et 7%, ça dépend de Ouais. ton livre et de son tirage, qui sont réglés souvent, à moins de t'appeler Guillaume Musso, qui sont réglés 1 an après les ventes. Tes ventes sont analysées sur une année, tu touches tes droits d'auteur 1 an après, l'année suivante. Et tu sais pas combien tu vas Voilà. toucher en plus. Tu sais même pas Et combien tu vas Amazon. toucher. C'est la. Non. Et Amazon, on peut dire ce qu'on veut. Tu es payé 2 mois plus tard de tes ventes réelles, 2 mois Ouais. plus tard, avec, je trouve, un système qui est très très bien, qui est de dire, bah, on prend le coût de fabrication de l'ouvrage, qui est à la charge bien sûr de l'éditeur, il reste un montant, et ce montant se répartit, et l'auteur en touche 35%. Et je trouve ça très honnête. On décrit parfois certaines grandes plateformes, et je dois dire en tant qu'auteur auto-édité que le système Amazon, moi en tout cas je m'y retrouve, fonctionne bien pour moi, je n'ai jamais eu aucune difficulté. Et puis on peut toujours, tu sais qu'on peut toujours modifier le contenu de son livre en temps réel. Donc tu le modifies et 24 heures plus tard, tous ceux qui commandent le livre ont la version On la modifiée. version à jour. C'est Honnêtement, tout à fait. c'est formidable et il n'y a pas de stock d'ouvrages inutiles. C'est génial, tout à fait. Moi, je trouve ça génial. Là, j'ai une autrice là, que j'avais interviewée, Aurélie Sautereau, qui a lu mon livre. Elle a lu et elle m'a dit tiens, j'ai trouvé quelques coquilles. Elle m'a envoyé un mail, j'ai corrigé, j'ai mis à jour. Bien sûr, Super. bien sûr. Et là, Donc ça, on peut rendre grâce à la plateforme pour ça, et bien sûr sa diffusion et sa capacité à envoyer en 48 heures à un lecteur. ouais. Peu qu'il soit. Après, il y en a qui vont dire oui, mais si t'envoies à 48 heures, c'est parce qu'il y a des gens exploités qui sont derrière. Bon, bah, je crois qu'après, et d'ailleurs, c'est un signal important aussi pour les maisons d'édition classiques, parce que aujourd'hui, tu sais, c'est un petit peu comme le recrutement, ce que je disais. Hein. Aujourd'hui, elles ont une pléthore d'auteurs qui les sollicitent, avec, Mhm. elles font un choix, elles répondent pas, ou elles répondent 2 ans plus tard, Ouais. etc. Elles ont là un concurrent qui, c'est pas les mêmes prestations, c'est pas les mêmes sujets, mais il y a beaucoup de jeunes auteurs qui vont performer grâce à l'auto-édition.
Et derrière, après, alors là, par contre, les maisons d'édition seront là pour les récupérer. Mais voilà, Ouais. c'est pour ça qu'il faut. Donc voilà comment tout ça s'est un petit peu passé. Et puis après les 2 premiers romans, est venu un 3e. Je voyageais beaucoup, tu l'imagines, dans mes fonctions professionnelles. Donc c'est là que la petite gare qui avait enfin trouvé sa voie est arrivée. C'est qu'est-ce qui se passe finalement dans une gare? Parce que nous, on vient dans une gare, on arrive avec un sac plus ou moins gros, on a un point de départ, un point d'arrivée. Mais dans une gare, quand tu t'arrêtes 5 minutes, tu vois ce qui se passe. Il y a des rires d'enfants, il y a des gens qui se retrouvent, il y a des gens qui se séparent, et puis le train, c'est le voyage. Donc, et le voyage vers l'ouest, puisque cette petite gare, c'est la gare de l'ouest, je l'ai appelée. Et donc, en fait, ce roman qui lui est sorti en février 2022 vient raconter un petit peu tout ça, et a rejoint l'aventure une amie qui est dessinatrice. Donc, tu as vu que la couverture change au 3e roman. Il y a un dessin, un dessin original qui a été fait sur mesure par une amie, qui l'a fait tout à fait bénévolement d'ailleurs, et qui apporte sa contribution. Et depuis, les romans auront une couverture à chaque fois, qui sera l'œuvre d'une artiste, d'une dessinatrice, d'une peintre. Donc, comment elle s'appelle, la dessinatrice? Comment elle s'appelle, la dessinatrice? Donc cette personne s'appelle Julia Sagrouni-Breder, donc qui doit avoir un Instagram d'ailleurs, et qui a gentiment fait ça. Et elle est au top, elle a vraiment des talents de dessinatrice. Je les mettrai en description en bas. Je mettrai en description sous la vidéo, avec ton Instagram à toi. Je vais même te dire, comme ça on peut là. Il faut tout de suite lui rendre honneur. Oui, c'est Julia Sagrouni-Breder, et en fait, elle a. Je crois que son Instagram, il doit être avec Artist Design, parce qu'elle travaille sur ces trucs-là, mais tu vas trouver, sinon je t'enverrai son lien pour qu'on puisse le mettre. Ouais, je mettrai tout ça, tous les liens. Donc ça, c'est une petite nouveauté, c'est une inflexion, donc février 2022. Et puis ensuite, l'histoire continue, et elle continue, et ce sera les 2 derniers romans. Elle continue avec Au debout de l'arc-en-ciel, donc fin 2022. Qui là est un livre, il a quelque chose de particulier, puisque ce livre-là est lu dans mon lectorat par des lecteurs qui sont des romanciers publiés, et qui disent mais ce roman nous a beaucoup touchés. Voilà. Et donc là, commence à rentrer dans mon environnement d'auteurs, des gens qui sont des gens formidables. Alors je peux en citer une, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement, qui s'appelle Céline Godel, qui est l'autrice de différents livres au roman Jouvence, qui sont des gens très en soutien, qui sont des gens très et qui me permettent de rencontrer d'autres auteurs. Et voilà, c'est un petit peu un tournant. Donc ça, c'est l'aventure de Debout de l'Arc-en-Ciel. Et là, on est vraiment sur un livre sur la transmission entre une petite jeune Sophie et puis un vieux Maurice, qui est un petit peu au bout de sa vie, sur chacun une extrémité de la vie, et va se passer plein de choses. Et on est vraiment sur la transmission, l'apprentissage de la vie avec un V majuscule. Donc ça, c'est l'aventure de Debout de l'Arc-en-Ciel. Et puis il se passe une année un peu sabbatique, parce qu'il faut s'y laisser reposer la plume. Et tout ça la vie est trop courte pour être petite. On va dire à septembre 2023. Et là, je me lance dans l'aventure de la coécriture d'un roman. Donc là, c'est une super aventure humaine, avec une personne qui est donc Christelle Daudet, qui est une collègue professionnelle de mairie, en fait, mais qui est aussi une amie, et qui a toujours été au rendez-vous de mes premiers romans, en conseil, en avis lecteur, en bêta lecture, comme tu le disais tout à l'heure, et qui, je le vois bien, a cette envie d'écrire, mais ne se voit peut-être pas se lancer toute seule dans l'aventure. Parce qu'elle a beaucoup de choses, elle est aussi elle est très engagée professionnellement, et scientifiquement, et dans son rôle d'élu, et puis elle est maman aussi de 2 enfants. Donc tout ça fait qu'elle ne se sent pas encore prête à se lancer toute seule. Et là, je me mets un peu en danger, je lui ai dit, écoute, on y va ensemble. On va se lancer ensemble pour écrire un roman. Alors moi, tu as compris, je suis l'écrivain intuitif, fluidité des mots, etc. Et elle, c'est une scientifique. Ah oui, donc plus... Donc, très intrigue. dans la cohérence, dans la progression de l'ouvrage, cartésienne, et vraiment, donc en fait, on s'est complété. On a commencé à écrire, on va dire, en septembre 2023, et l'ouvrage est sorti en avril 2024. Donc là, le temps de maturation était beaucoup plus long. Ça doit pas être évident. Je pense. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est très dense d'écrire à 2. C'est très challenging.
parce que quand tu as un auteur plus confirmé, tu te remets en question. Et puis, elle n'a pas forcément les codes de lecture. Et par contre, elle m'a apporté énormément de choses sur les personnages, sur l'histoire. Et en fait, on s'est très bien complété. On se parle toujours, tu vois, c'est ça qui est formidable. Ouais. Vous n'êtes pas fâchés? Avec 345 pages à écrire. Mais, et donc, est sorti ce magnifique. Je dis magnifique parce qu'il a une couverture d'abord qui est une aquarelle qui a été faite Ouais, par j'ai vu, j'ai mis. une jeune illustratrice qui se lance aussi, qui a fait une aquarelle rien que pour nous. Et, et donc né La vie est trop courte pour être petite. Voilà, qui est un extrait d'une citation, Life is too short, qu'on connaît bien, to be little, mais qui est voilà, qui retrouve le cadre de l'île-dieu. Donc ça, c'est absolument génial. Et j'avais envie d'y revenir sur l'île-dieu. Et on a écrit une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Okay. On peut se dire quelque chose, parce que je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est plus tard, mais et puis je me suis lancé dans l'aventure Instagram, complètement. Moi, je suis parti de quasiment zéro en août de l'année dernière. Donc, pour faire simple, août 2023. Je me fais un peu challenger là aussi. On m'explique que Facebook, c'est un petit peu has-been, que c'est un truc de vieux. Ouais. Et donc, je plaisante, je le caricature un peu, parce qu'on ne me l'a pas dit avec ces mots-là. Mais j'ai une jeune cousine qui m'a dit non, mais le truc qui marche, c'est Insta. Donc, je me lance sur Instagram en n'y connaissant, mais strictement rien. Je connaissais moi juste LinkedIn et puis Facebook. Et je me fais challenger par un ou deux petits jeunes, là encore, qui me disent au début, bon, bah voilà, mais avec tes romans, avec tout ce que tu lis, ce que tu écris, je sais pas si le contenu est vraiment Instagrammable, je sais pas si tu vas faire des followers, etc. Donc je pars, me voilà parti à la chasse aux petits jeunes. Et il y avait un petit jeune notamment qui avait 900 followers, qui me taquinait un petit peu. Et bien écoute, donc centimètre après centimètre, j'ai fait ma petite communauté avec des gens, mais là encore, c'est pas la quantité, on s'en fiche de la quantité. Ce qui compte, c'est la profondeur des liens, c'est de pouvoir soutenir entre auteurs, etc. Et tu vois, ma petite communauté a bien grandi, elle doit être à 2500, 2600 followers. Je ne tiens pas un compte exact, mais voilà. Et surtout avec des vrais échanges derrière et des vraies rencontres. Tu parlais de Céline Bréant, qui est une auteure pleine de promesses. Et tu vois, c'est des belles rencontres humaines derrière tout ça. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis pas là. C'est pas très compliqué d'avoir 10 000 followers, 20 000 followers. Mais régulièrement, parce que d'abord, on a plein de gens qui s'abonnent, tu sais, c'est des trucs. T'as le décorateur d'intérieur du département 32 qui s'abonne à ta page, à moins qu'il y ait une raison particulière, que ce soit un tes lecteurs ou autre, etc. Mais sinon, je fais le tri régulièrement, parce que le but, c'est d'interagir, c'est de se soutenir, c'est de partager. Et c'est pour ça que je citais Céline Godel comme autrice. Il y a aussi Victoria Lecointe qui a écrit le sac à main de ma nouvelle vie ou autre. Voilà, c'est des gens qui ont de l'épaisseur humaine. Moi, c'est ce qui m'intéresse sur Instagram. C'est des gens qui ont de l'épaisseur humaine, qui sont capables de te lire, qui sont capables de te demander un avis, et par contre que tu peux aussi parfois aider, dépatouiller. Et justement, et tu fais des salons aussi, justement. Alors, c'est là qu'on rencontre plein d'auteurs. Tu l'as vu professionnellement et en tant qu'élu. Ouais, t'as pas trop le temps. J'avoue que j'ai pas eu le temps de me lancer vraiment dans la partie salon. Je pense que ça viendra, parce que l'appétit vient en mangeant. Là, on a mené, comme j'ai ma co-autrice qui me challenge un petit peu, Christelle Daudet, pour notre ouvrage La vie est trop courte pour être petite. On a quelques percées en cours avec des libraires. Donc, tu vois, on peut Des dédicaces. On a cet été, tu vois, on a le patron et libraire d'un Maxi Livre. Maxi Livre, c'est un réseau assez connu, qui est à Narbonne. Qui a dit non mais attendez, moi c'est ma co-autrice est allée le voir parce que c'était son lieu de vacances et ses parents habitent là-bas, et il a dit mais attendez, votre truc c'est génial, je l'ai lu là cette nuit là, c'est absolument génial, donc je vais le mettre à l'honneur. En plus la famille est sur place, et derrière tu vois, il nous a rappelé pour nous dire écoutez, j'en ai vendu une douzaine, réapprovisionnez-moi vite. C'est bien ça, quand les libraires jouent le jeu, c'est bien, parce qu'on en a besoin de l'aide des libraires. Il y en a plein qui n'ont pas compris qu'ils ont tout à gagner à travailler avec les auto-édités. C'est ça. Ça sort du chantier battu, et puis lui il a bien joué le jeu, parce que tu vois, il l'a mis dans sa vitrine, il l'a mis en avant, etc. Et il me dit dès que cette couverture en forme d'aquarelle, elle parle beaucoup. Puis bon, le bord de mer et puis la thématique de l'ouvrage, on est sur du roman feel good, ça s'appelait tout de suite, c'est un roman de vacances. Après, c'est les maisons d'édition qui font la gueule, parce qu'en fait, lui il prend les sous et il reverse sur la maison d'édition, puisqu'il n'y en a pas. Exactement. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Par contre, il a des auteurs qui peuvent venir, s'ils le souhaitent, faire
séance dédicace avec ses clients. Comme on dit, il met à l'honneur des auteurs locaux, puisque c'est cette région-là. Et ben pour lui, c'est tout intéressant. Puis il sort des sentiers battus. Il propose d'autres choses. Sachant que de toute façon, les gens, s'ils veulent acheter du Musso, ils vont rentrer dans sa librairie, ils vont dire je veux du Musso et ils vont l'acheter. Enfin, il y en a qui disent que c'est presque une concurrence déloyale, mais à ce niveau-là. Ce qui est formidable, c'est que c'est comme dans le métier du commerce que je connais bien, tu l'as vu. Le libraire, sa vraie valeur ajoutée pour moi, c'est de connaître ses lecteurs quand tu es dans une librairie qui le permet, parce que tu ne peux pas toujours quand tu es dans une très grande librairie. Mais il va dire, attendez, moi j'ai quelque chose qui là sort un peu des sentiers battus, mais par rapport à ce que vous aimez lire, par rapport à ce que vous me demandez, allez explorer ça. Et là, je trouve que le libraire, il joue son rôle, qui fait que il s'appelle pas Fnac, il s'appelle pas. Oui, c'est pas juste un distributeur des maisons d'édition, il fait ce qu'il veut. Tu sais, le petit mot qui est dessus, on a lu pour vous, c'est un coup de cœur, etc. Mais certains se mettent parfois des barrières en disant oui, mais c'est de l'auto-édition, c'est pas mon circuit de distribution classique, mais comment je vais faire avec le stock, etc. Alors qu'en fait, on peut faire ça extrêmement simplement. Ah bah oui. T'arrives avec tes livres. Tu fais une journée dédicace chez eux, t'arrives avec tes livres. Ceux qui sont vendus, ils prennent une marge. 30%, je sais pas. Et ceux qui sont pas vendus, tu repars avec. Et ça, c'est un conseil, c'est pareil. Comment il fait le alors ça, c'est au-delà donc pour une dédicace. Mais sinon, je vais te dire, les 2-3 libraires qui en travaillent, ils ont fait extrêmement simple. Ils ont pris un bon de commande. Ils nous l'ont adressé en disant voilà, moi je voudrais 15 exemplaires, parce qu'ils ne veulent pas les acheter par Amazon, ça c'est leur choix. J'en voudrais 15 exemplaires, je veux une marge de 20%, donc il nous prend 15 exemplaires au prix public, donc au prix TTC public, avec 20% de remise, et il a ses exemplaires, même s'il veut avoir son propre. Quand on veut, on peut. Et ça fonctionne très bien. Donc parfois, chacun se met un petit peu des barrières, des limites, alors que ça n'a pas forcément lieu. Mais je le dis, je lance une invitation d'ailleurs, je pense que les libraires, de manière générale, quelle que soit leur taille, garderaient un coin, une table, avec les petites découvertes, les petites pépites des auteurs auto-édités. Complètement d'accord. Du coin, surtout, au moins. Qu'ils auraient des surprises extrêmement agréables. Complètement. Ils se créent ils seraient connus dans la communauté des auteurs auto-édités. Donc là, mesdames et messieurs les libraires, on est là. Bien sûr, la place est limitée, toujours dans une librairie, mais il y a la possibilité de vous créer une aspérité, j'appelle ça commercialement, et de créer de belles rencontres. Et les lecteurs, ils aiment être surpris. Et vous connaissez vos lecteurs, vous saurez quoi leur conseiller. Je suis 100% d'accord avec toi. Ce que je dis à des libraires que je rencontre, autant partir avec quelqu'un qui n'en aurait pas vendu un seul, qui s'est levé ce matin, qui a écrit quelque chose, et puis avec toutes parfois les difficultés qu'il y a de se lancer complètement. Mais quand vous avez des auteurs qui ont déjà sorti 2-3 livres qui sont vendus à plusieurs centaines d'exemplaires sur Amazon notamment, le risque est faible. Le risque est très très faible. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que je dis. En fait, surtout, ce serait bien qu'ils fassent un petit coin, comme tu dis, des auteurs locaux au moins. C'est un petit peu les personnalités du coin qui pourraient faire connaître. Parce que qu'est-ce qu'ils attendent? Que Guillaume Musso vienne chez eux? Il viendra pas. Hein. Alors que si, ils font un peu de pub, un peu de trucs sur les auteurs locaux, ça devient un peu les personnalités du coin. Tout le monde a tout à y gagner en fait. La librairie, l'auteur, les gens, ils vont découvrir autre chose. Pas de problème. Moi, j'en suis une idée, parce que quand on échange comme ça, on réfléchit. Tu vois, moi je me dis qu'à un moment donné, de te dire je suis libraire, je mets à l'honneur un auteur auto-édité qui m'inspire confiance, et puis j'ai lu son livre, parce que dans ce cas-là, on remet toujours un livre au libraire pour qu'il puisse en prendre connaissance. Et il faut qu'il lise. Oui, ça me paraît, j'y vais en connaissance de cause, bien sûr. On pourrait imaginer que derrière chaque auteur auto-édité comme je le disais tout à l'heure, on a toujours des connaissances et puis des relations dans l'édition classique, peut venir avec un auteur, faciliter une dédicace avec un auteur déjà publié, et voilà, puis on rentre dans quelque chose de positif, une sorte de parrainage, de mentorat, et le libraire en bénéficie. Mais oui, moi je suis complètement d'accord. Je signe pour toi si tu te présentes à la mairie. Je vote pour toi. Je n'ai pas l'ambition d'être maire. Bon. Ok, on va passer à la partie 3 parce que le temps avance là. Partie 3, c'est parti. C'est donc... Es-tu prêt à répondre? Allez, c'est parti. Are you ready? Yes, I can. Yes, alors, comme Kamala, yes, she can. Alors,
Allez, joues-tu à des jeux vidéo? Oh, j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, Ouais. principalement des jeux de foot, de sport, ouais. C'est beaucoup plus rare maintenant parce que j'ai moins le temps. Ouais, mais t'aimes bien, quoi. Ok. Oui, c'est Jou- sympa, c'est un petit côté ludique. Ah bah Pas que ouais. en réseau par contre. C'est trop lourd en termes d'infrastructure, en termes de Ouais, c'est vrai. matériel et en termes de. Joues-tu d'un instrument de musique? Alors, il y a 2 talents que je n'ai pas. Le premier, c'est la musique et le deuxième, c'est le bricolage. Donc l'un Ah, comme l'autre, je ne pourrais aider personne si je suis sollicité dans ce cadre-là. Donc merde. non, par contre, c'est étonnant parce que mon grand-père, qui était commerçant, vendait des instruments de musique et des disques. Donc on va dire que ça s'est perdu avec lui et depuis personne n'a repris le flambeau. Moi j'ai pris celui du commerce, mais instruments de musique, non, je suis pas du tout à l'aise. Voilà. Non, tant pis, c'est pas grave. As-tu une chaîne YouTube ou Twitch? Ni l'un, ni Ni l'autre. l'autre. Je te dis, j'explore les univers petit à petit. Déjà, Instagram me prend beaucoup de temps parce que j'essaie d'être dans l'échange avec ma communauté. Donc, pour l'instant, non. On ne sait pas dans le futur. Ouais. Est-ce que tu as déjà sauvé la vie de quelqu'un? Par hasard. Euh, je n'ai pas sauvé la vie de quelqu'un, non, parce que ça, c'est rare dans une vie. Par contre, je pense qu'à un moment donné, dans mes métiers différents, tu vois, même côté patron d'une équipe, même côté DRH, j'ai pu orienter des gens, les aider, on va dire, à faire des bons choix qui derrière forcément entraînaient un choix de vie, parce que quand quelqu'un a une mutation professionnelle qui travaille à Brest, tu l'amènes à Nice pour se rapprocher de sa famille. Quand tu as quelqu'un qui est un peu en difficulté parce qu'il a 2 ou 3 jobs et que tu lui offres un job plus important à temps plein, tu simplifies sa vie. Donc j'ai essayé de contribuer d'une façon ou d'une autre à améliorer peut-être la vie familiale ou personnelle de quelques collaborateurs et de mes équipes, mais sauver la vie, non, pas en tant que tel. T'as un métier que t'aurais voulu faire et que t'as pas fait? Ah, il y a... Moi, je suis un passionné d'aviation. Mais de l'aviation, pas l'aviation de combat, les vieux avions de guerre. Moi, je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, donc très souvent dans des avions. Et j'avoue qu'il m'est arrivé, alors à l'époque, on pouvait encore le faire. J'ai terminé un certain nombre de vols, atterrissage compris dans le cockpit avec le commandant de bord et son officier pilote de ligne. Et j'adore. Parce que c'est un univers, bien sûr, très différent de ce que je fais au quotidien, c'est le voyage. Mais je trouve ça passionnant. C'est Passionnant vrai. technologiquement, passionnant humainement, la gestion d'un équipage. Je l'ai vu un peu avec la marine, mais voilà. Donc si j'avais pu, j'aurais été commandant de bord. Voilà, sur un avion de ligne. Ok. Donc, ok, t'aurais voulu faire Roland Garros, traverser l'Atlantique. Saint-Exupéry, voilà. On revient à la Saint-Exupéry. littérature. Saint-Exupéry, eh oui. Ouais, là, tu fais le lien. Là. Il est trop fort, Thomas. Si tu pouvais remonter le temps, tu irais où et quand? Ah, si Bah, je pouvais remonter remonter le temps, j'irais. ou avancer. Remonter. Ouais. Alors moi, je fais pas partie des gens qui disent il faut refaire son passé, il faut changer les choses, ou qui ont envie de savoir ce qui va se passer après. J'aime bien vivre au jour le jour. C'est un peu le sens de mes romans d'ailleurs. C'est vivez, Simon croyez, n'attendez à demain, cueillez aujourd'hui les roses de la vie. C'est un petit peu cette poésie qu'on apprenait à l'époque. Pierre de Il Ronsard. faut profiter de l'instant présent, ouvrir grand les yeux, ouvrir grand les bras pour accueillir le monde. Après, moi, j'ai très bien vécu le temps de l'adolescence. Donc, tu sais, c'est le temps des copains, c'est un peu ce que je raconte dans Les copains à bord. C'est le temps où tout est possible. Donc, peut-être cette adolescence-là, tu vois, quand tu as 15-16 ans, tu es suffisamment grand pour voir les choses, les vivre passionnément. Et puis, tu es encore en construction. Donc, le champ des possibles est Ouais. encore Et puis ouvert. t'as pas Voilà, les c'est cette période-là. soucis. T'as pas les soucis des adultes. Elles ont inspiré mes romans. Bon, on va passer à la partie 4. C'est parti, partie 4. Donc c'est le pitch de tes 2 derniers romans. Après t'en as déjà un peu parlé, donc... Oui, j'en ai un petit peu parlé. Donc, moi l'invitation que je lance, effectivement, le pitch, c'est La vie est trop courte pour être petite, qui est le dernier roman qui est sorti en avril. Ouais. On va rester sur celui-là. Comment? On va rester sur celui-là. Voilà, on va se concentrer sur celui-là. Ouais. Je pense que d'abord, il est écrit à 2. Et forcément, c'est rare. Je crois qu'il y a moins d'une 60aine de romans qui ont été écrits par 2 auteurs. Donc déjà, ça c'est une rareté. Donc ça doit attirer la curiosité. Ouais. Il y en a qui sont connus. Il y a Anne Bondou et Mourleva. Il y en a quelques-uns, mais qui ont bien marché d'ailleurs. Mais c'est une originalité. Et puis, cette histoire, elle parle à tout le monde.
qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Donc on a quelque part un avocat qui est très engagé professionnellement, mais qui attend d'évoluer dans son cabinet, qui passe d'affaire en affaire, et bon, voilà, il se passe pas grand-chose, si ce n'est des promesses. Il s'ennuie, Ça quoi. parlera à beaucoup de gens. Il vit dans la capitale, bon, il est un petit peu au bout de sa vie. Et puis, il va aller, par sa rencontre professionnelle, s'ouvrir de nouveaux horizons et on va dire retrouver un petit peu le bonheur des choses simples. Le bonheur des choses simples, c'est il va réapprendre à ouvrir les bras finalement pour accueillir les gens, pour accueillir le monde. Et puis, bien sûr, cette petite Louise qui a un certain âge, qui vit sur son île-dieu, elle va pas lui mener la vie facile non plus. Elle va lui aider à ouvrir grand les yeux et les bras encore un petit peu plus. Mais pourquoi il part en vacances là-bas? Il part à l'île-dieu en vacances? Non. Il part pas en vacances, mais en tout cas... il y a de l'amour là-dedans, il y a de l'amour. Pour le job, et en tout cas, voilà. Et on est sur cette transmission que j'aime beaucoup, et Christelle m'a suivi là-dedans. C'est entre deux générations, entre deux visions du monde, c'est de confronter, et quand on se confronte, parfois ça fait des étincelles, mais parfois ça fait de belles choses aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est comment vous êtes pris pour écrire à deux. C'est qu'il y en a un qui écrit un chapitre, l'autre il écrit l'autre, ou écrit un paragraphe, l'autre il écrit l'autre paragraphe. On a complètement bâti la trame de l'histoire ensemble. La structure. Des messages qu'on voulait faire passer. Ouais, des messages qu'on voulait faire passer, toute la structure. Et puis après, je vais le dire, non, on se partage pas les chapitres, mais on est vraiment dans une coécriture quasi permanente. En fait, c'est des allers-retours permanents. D'accord, donc toi t'écris un truc, elle va le retravailler. L'autre revoit, enrichit, dit non, ça c'est pas crédible, le personnage faut unir du relief, etc. Et les thématiques qu'on développe, je vais pas les spoiler ici, l'un se sent plutôt à l'aise pour les décrire par rapport à l'autre, mais voilà, c'est vraiment une coécriture. On ne sait pas partager les chapitres, on ne sait pas partager les paragraphes. C'est vraiment ce qui est là, c'est notre bébé, c'est de la cogestation, et c'est la co-construction de la première ligne à la dernière ligne, en passant par la couverture, le résumé, tout a été coécrit. Donc il y a bien quelqu'un qui commence, c'est ça le truc. Il y a bien quelqu'un qui commence. Ouais. Vous n'écrivez pas en même temps. Apporte de la fraîcheur, apporte du regard, apporte de la structure, c'est une scientifique, donc de la structure, apporte de la cohérence. Moi, tu sais, quand j'écris, il est possible que les volets bleu clair de la maison du chapitre 1 soient devenus bleu turquoise ou bleu marine au chapitre 28. Ou rouge. Là, c'est pas passé, grâce au regard scientifique. D'accord. Parce que, d'accord, c'est donc, marrant. Voilà. Et honnêtement, c'est un livre, d'abord, bon, moi je vous donne une invitation, il fait 345 pages. Vas-y, montre-le. Voilà, montre-le. Donc avec cette couverture de Déborah. C'est un livre qui est, tu vois, alors quand tu le lis, voilà, tu vois, t'as bien sûr, tu as l'impression de lire un livre édité de manière classique. Hein. Bah oui. Et puis, mieux même. On a glissé un ou deux personnages qui valent vraiment le détour. Il y a notamment un chat facétieux, donc je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont 1, 2, 10, 15, 25 chats. Et il y a un chat qui s'appelle Vador. Donc ça, c'est vraiment une curiosité. Parce que dans aucun de mes romans, il y avait ce côté animal. Et là, avec Christelle, on a bâti le personnage de Vador, qui est un chat noir. Évidemment, il est un peu dark, hein, il est un peu noir, hein, le chat, un peu sombre. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs. Voilà, comment il s'est appelé Vador. Sombre Vador. Allez voir. Et c'est des messages, je pense, qui parlent à tout le monde. C'est un livre très accessible. Voilà. C'est important parce que quand on lit, alors on peut lire pour le plaisir des mots, le plaisir des phrases qui font 4 ou 5 paragraphes. Là, on a sur quelque chose de très accessible. Et les lecteurs, que ce soit des auteurs publiés ou des gens qui ont 75 ans ou des gens qui en ont 22, pour l'instant, les retours sont de dire ça nous parle, ça nous a parlé et on s'est senti bien. Voilà. C'est ça. Tu me donnes envie. De se sentir bien. Ça me donne envie de lire. Mais à chaque fois que je vous interviewe, là, les auteurs, vous me donnez envie de lire tous vos livres. Voilà. Alors, donc, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que beaucoup de gens qui connaissaient Christelle mais ne me connaissaient pas, ont lu cet ouvrage et sont partis dans les autres romans. Oui. Oh là là, mais ça nous plaît bien. Et puis bon, moi, les lecteurs fidèles, bien sûr, ont attendu celui-là et m'ont déjà dit, mais c'est quand le prochain? Donc là, on va souffler un petit peu. Mais voilà. Et allez voir un livre coécrit, c'est génial. Allez voir. Ok. Ouais. Super. Et plus, avec 14,90 €, ça c'est un point important. Même si oui, c'est pas très cher. Non, voilà. Et puis il existe en e-book. Tous les livres ont été, tous mes romans ont été convertis en e-book, donc pour Kindle. Je l'avais pas fait. C'était peut-être une erreur parce qu'il y a des gens qui lisent beaucoup sur. Ouais, il paraît que Amazon c'est beaucoup plus les e-books qui sont vendus. Hein.
Voilà, alors moi c'était l'inverse, j'ai vendu beaucoup de livres brochés et ça y est, maintenant qu'ils sont tous disponibles en e-book pour Kindle, ça y est, il commence à y avoir des ventes qui se font sur ces formats-là, parce que le prix est plus petit bien sûr, et puis certains sont vraiment très, très liseuses. Mais de là, les 345 pages, 15 euros, c'est pas cher, hein. Ça c'est un format, non? Tu pourrais le vendre Non, 20, on 25? voulait se garder, on n'est pas là, comme 25, on travaille vas-y. à côté, on n'est pas là pour vivre de ça. Oui. On est là, bien sûr, il faut quand même que ça puisse être une contribution, mais on est là pour faire connaître ces écrits-là, et justement, 14,90 €, non, c'est pas, mais c'est un choix. Et mes autres romans, tu l'as vu, mes autres romans sont à 12,90 € sur Ouais. la partie J'ai papier, et bien sûr en e-book, pour que ça reste accessible là encore. Voilà. Ok. Eh ben nickel. On va passer à la dernière partie alors. Partie 5, c'est Allez. parti. Je te suis. Donc là, ça va pas être bien long, c'est juste ton actualité du moment. Si on peut te voir quelque part en salon, en dédicace, à la télé. Alors, pour les salons dédicaces, pas tout de suite. Par Non. contre, là, le travail qu'on mène, c'est, comme je le disais, on mène un travail avec quelques libraires qui rejoignent l'aventure, et ça, c'est vraiment top. Et quand ils rejoignent l'aventure pour le dernier roman, c'est curieux, ils rejoignent l'aventure aussi pour les autres, tu vois. Eh ouais. Donc, renouveau clin d'œil à notre libraire Maxi Livre de Narbonne, tu vois, qui a découvert aussi Au Debout de l'Arc-en-Ciel, et qui m'a dit tiens, ça me plaît bien, donc je vais en prendre quelques-uns aussi, puis qui commence à bien les vendre aussi. Donc tu vois, voilà. Donc là, on est plutôt en train d'essayer de pousser ce partenariat avec quelques libraires, un petit peu comme le fait Céline, avec qui que tu as présenté par ailleurs, qui travaille avec quelques libraires. On va déjà passer du temps là-dessus parce qu'on veut vraiment prouver que les libraires peuvent bien travailler avec les auteurs auto-édités. Bravo. Et après les salons, je pense que ça viendra. Mais comme on travaille et qu'on est élu aussi, tu sais que le week-end pour les élus, il faut être dans les clubs de sport, il faut être dans les kermesses. Il faut aller serrer des mains. Voilà, et donc on verra après 2026, puisqu'on termine notre mandat d'élu en 2026. Mais bon, en tout cas, l'appétit est là, et peut-être qu'on se laissera tenter par une ou deux initiatives. C'est chouette les salons. Ça prend du temps, mais c'est chouette. C'est des belles rencontres. C'est des belles C'est plus rencontres. pour l'instant une frustration de ne pas pouvoir le faire, mais ça viendra. Donc l'invitation est retenue et ça viendra. Ouais, si t'en fais une en Gironde, peut-être qu'on se verra. Voilà. Et t'en fais un, pas hésiter après s'il y a des. Tu vois, moi je suis sur Lyon, sur Grenoble, et j'essaie à chaque fois que je peux d'organiser ce que j'appelle des dédicaces croisées avec des auteurs, de dire voilà, on se partage nos petits derniers, on le dédicace, et puis on crée une relation à partir de ça. Et donc l'invitation est lancée pour tous ceux qui sont sur Lyon. Mais toi, tu l'as fait avec Céline parce qu'elle était là-bas, elle est là. Elle était à Bordeaux, oui, donc on s'est. J'ai profité d'une venue à Bordeaux pour me caler. Et j'essaie de le faire quand je me déplace pour le travail, d'essayer de caler un ou deux échanges avec les auteurs. Mais tu l'as fait où? C'est avec Céline. Bordeaux Centre. Et c'est comme ça qu'après tu crées le lien. Et voilà, et je suis un soutien indéfectible dès qu'elle sort quelque chose. Parce que moi je pensais que tu disais organiser une séance de dédicace, mais pour des gens qui passent par là. Ah, oui, avec Céline, je croyais que vous étiez tous les deux. Non, on avait fait une dédicace juste nous, et je l'ai fait avec d'autres auteurs d'ailleurs qui sont auto-édités, des rencontres. Alors, parfois c'est des gens de Grenoble, donc tu vois, on se voit sur le temps du café, je les invite ici, on parle littérature, on échange, et puis comme ça, tu vois, ta communauté, elle vit, elle se renforce, et tu communiques, tu communiques là-dessus, tu fais un petit post Instagram, je suis avec Céline Bréant. Exactement. Ou avec Ryan Flock. Il y a des auteurs, je sais que quand je vais aller vers chez eux, on va se croiser, ça c'est sûr. Et qui tu peux me recommander que tu as lu en auto-édition? Qui je peux te recommander en auto-édition? Tu m'as dit des noms tout à l'heure. Ouais. Il y a une personne que j'apprécie bien qui écrit sous le nom de Camille Liberté écrivaine. C'est son Instagram. Parce que je trouve que tu vois, la thématique c'est auteur engagé, et de par son parcours de vie, c'est quelqu'un qui s'est fortement engagé, qui a vécu des choses intéressantes, qui a décidé de les partager. Je te conseille d'aller faire un petit tour. Voilà. Tu lui dis, tu lui envoies un petit mot, tu lui dis tiens, c'est Thomas qui m'a parlé de toi, de tes écrits engagés, parce que là c'est un parcours de vie, elle raconte des choses qu'elle a vécues, qui ont été intenses. Moi je trouve que c'est une auteure qui est pleine, qui est pleine de promesses, voilà, et puis qui humainement c'est une belle personne. Très bien. Et ça, je pense que c'est important pour les gens qui t'écoutent, qui te regardent, de voir des voilà, comme Céline, et qu'on passe la main à des belles personnes qui sont des gens sincères, qui ne changent pas d'avis, qui ne vont pas faire faux bond, et qui seront dans l'accompagnement aussi. Voilà. Donc Camille Liberté, écrivaine, peut y aller les yeux fermés. Ok. J'ai pas de proposition d'hommes. Non. Et moi j'ai beaucoup aussi dans ma communauté. J'ai énormément d'écrivaines ou de lectrices.
Donc Ouais, comme ça, lectrice, oui, c'est. spontanément, j'ai pas. Comme ça, spontanément, tu vois, j'ai pas. Tu me prends là Ouais, bon, c'est en pas défaut. grave. J'en ai Mais voilà. Mais, quelques-uns, mais. mais viens de ma part auprès de Camille Liberté, écrivaine, tu verras, tu auras une belle personne en face de toi. Ok, bah j'irai voir. Et bien, on arrive à la fin de ce podcast. On peut rester après un petit peu, si tu veux, Ouais. Bon, en pour tout cas, continuer à merci parce que discuter. c'est un temps d'échange très intéressant et on se questionne en temps réel hein, avec des questions qui certaines sont un peu poil à gratter, d'autres permettent de partager des choses et des idées. Ouais. Et puis en tout cas, c'est top. Et c'est une super initiative et merci pour ça. Bah de rien, c'était très sympa. Je suis content de t'avoir connu. Ça me donne envie d'aller te voir à Grenoble maintenant. Ou quand je passe, Si tu ou quand passes je à me Bordeaux. déplace, après ça peut être l'occasion de se croiser parce que. Ouais, si tu passes à Bordeaux. Par exemple. Ouais. Après moi je suis pas tout près de Bordeaux, je suis dans le nord de Bordeaux, dans la campagne. Mais bon. Oui, mais bon, c'est pas insurmontable. Le jour où on décide de prendre un café ensemble, on prévoit à l'avance et puis. Voilà, faudra pas. Tu m'appelles le matin, je suis à Bordeaux, ça risque d'être compliqué. Je ferai pas ça. Eh ben tiens, tu vois, on se dit qu'on fera on essaiera de caler un truc avec Céline que tu connais bien du coup. On essaiera de se caler ou un café ou un déjeuner. Ah oui, tous les trois, ça ferait un dédicace croisé à trois, ça peut être marrant. Ben voilà, tu vois. Les idées. Non, mais c'est sympa comme ça. Mais moi, je commence à connaître plein maintenant en plus, parce que je fais des salons, donc je connais pas mal. Et puis en plus, j'en ai interviewé quelques-uns. Puis c'était les premiers que j'ai interviewés, c'est ceux que j'ai rencontrés en salon. Et c'est super sympa d'ailleurs, je trouve ça super chouette. De vous aider, de nous aider. Parce que... Ouais, et puis de rencontre en rencontre, on rebondit. Et je trouve que cette communauté des auteurs auto-édités, elle a un avantage, c'est qu'elle grandit. Deuxième avantage, c'est qu'elle est solidaire. Voilà. Ouais. Et qu'on se donne la main. Et ça, c'est top. Donc, bon. Ok. C'est génial. Ok. Ben écoute, on va. Pour les 6800 viewers, on va rester. Je rigole. Sur Twitch, on va rester un peu discuter, mais pour l'instant, on va dire au revoir aux gens sur YouTube et au podcast qui écoutent. On les salue. Merci d'avoir été là. Merci de nous écouter. Merci de partager ça. Merci à tous. Et puis d'être lecteur aussi, hein, à leur tour. Et ambassadeur. N'hésitez pas à partager, allez voir l'Instagram de Thomas. C'est donc, on n'a même pas dit, c'est Thomas lit et écrit. C'est Thomas lit et écrit aussi. Voilà. Thomas et je l'écrirai. De toute façon, ce sera tout en description en bas. Mais tout en description sous la vidéo YouTube. Allez. C'est une petite page sympa. À bientôt donc pour eux. Salut.